Toute ma vie, on m'avait rabâché que c'est métro, boulot, dodo, voilà, tu fais tes 7 heures, tes 8 heures, tes 9 heures de travail, tu rentres chez toi et tu recommences le lendemain. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Comment ça se fait que tu arrives à vivre comme ça? Il m'a dit bah moi je me suis lancé dans le business en ligne et justement le vendeur, le produit que j'ai découvert via John Job Scout, en fait il a totalement disparu de la niche quelques semaines, quelques mois après. Passé de 3% à 9% de taux de conversion. Souvent, on a tendance à beaucoup parler des succès, des réussites, ça se passe bien, mais souvent, eh bien, les erreurs, les challenges, on en parle un petit peu moins. En fait, on est perdu et quand on n'atteint pas ce genre de résultat complètement improbable en voilà, 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se dit ok, ça marche pas, faut que je passe à autre chose. Ça laisse pas de place à l'erreur une fois que c'est perdu. Bon courage pour aller retrouver quelque chose dans les entrepôts de dizaines de milliers de mètres carrés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex, membre de ma formation FBA Accélérateur et aussi membre du club des 100K. Donc on a le plaisir de se retrouver en Chine où on est venu pour rencontrer des fournisseurs, sourcer des produits, établir des partenariats avec des prestataires. Et donc on s'est dit que c'était l'opportunité parfaite pour discuter un petit peu de son parcours, de son business, de comment il en est arrivé là exactement. Et vous allez le voir, Alex est un membre un petit peu particulier de la formation. Je vous en dirai plus pourquoi dans la vidéo. En tout cas, merci Alex d'être ici et d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, je pense qu'on peut commencer par te présenter. Qui es-tu et quel est un petit peu ton parcours jusqu'ici et avant un petit peu ton expérience sur Amazon. Je m'appelle Alex, j'ai 24 ans. Initialement, j'ai commencé, j'ai fait des études après le bac, donc des études d'informatique au fur et à mesure donc, de mon parcours dans les études. Je me suis posé pas mal de questions, surtout plus proche vers la fin. C'est là finalement où tu commences à sentir une certaine pression s'installer parce que euh, voilà, tu sais que il reste 6 mois d'études, 3 mois d'études, tu sais qu'après tu vas enchaîner sur un stage, puis un CDI dans une entreprise. Tu vas faire tes 40 ans, 45 ans de carrière, tout simplement. Ça met une petite pression parce qu'on se dit qu'il n'y a plus aucune touche de mystère. Voilà, on sait exactement ce qu'on va faire pendant 40 ans. Et voilà, ça commençait à me faire un petit peu peur au fond de moi. Et j'ai commencé à m'intéresser donc au business en ligne à ce moment-là, vers la fin de mes études. Donc j'ai quand même finalement fini par commencer mon CDI. Voilà, j'ai même zappé entièrement la partie stage parce que voilà, j'avais été accepté en CDI dans une entreprise. Et effectivement, j'ai travaillé ensuite pendant 1 an en tant que salarié, tout en lançant mon business, donc Amazon, en parallèle de ça. Ok, et donc du coup, à ce moment-là, tu as fini tes études. euh, Malgré ton attrait pour le business en ligne, tu t'es quand même lancé dans le salariat, la vie normale, on va dire. Tu m'avais dit que tu avais quand même un bon salaire, surtout, voilà, surtout pour la France. Mm. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic, un switch, et que tu as décidé de quitter ton boulot au final, et pour te lancer vraiment à 100% dans le business en ligne? Ouais, alors il y a eu un élément déclencheur principal, on va dire. En fait, initialement, c'était juste, je voyais un petit peu le contenu sur YouTube de personnes qui étaient dans le business en ligne et ça donnait envie. En fait, je pense qu'il y a très peu de personnes à qui aujourd'hui, finalement, ça ne donne pas envie. Je pense que même les personnes qui regardent la vidéo, peut-être 90% d'entre vous, voilà, sont attirés par le business en ligne, par le lifestyle que ça peut proposer. Et donc, je voyais ça, mais j'étais un petit peu sceptique parce que toute ma vie, on m'avait rabâché que c'est métro, boulot, dodo. Voilà, tu fais tes 7 heures, tes 8 heures, tes 9 heures de travail, tu rentres chez toi et tu recommences le lendemain. Euh, donc forcément, j'avais un petit peu de mal à le croire. C'est vrai que c'est toujours un petit peu suspect de se dire que y a quelque chose qui existe, mais en fait, tout le monde fait l'exact opposé. Surtout dans ta situation où tu avais déjà le CDI, la sécurité de l'emploi, et au final, tu avais voilà, un style de vie qui n'était peut-être pas celui du business en ligne, mais qui était quand même confortable
et sûr, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Bah oui, j'avais un salaire très confortable, un salaire d'ingénieur, donc là-dessus, tout allait bien. Mais, il y a eu justement cet élément déclencheur dont je parlais au début, c'est que, j'ai un ami à moi, Eric, si, si tu regardes cette vidéo, qui a commencé à afficher un lifestyle, sur, son compte Instagram, qui justement, bah, était, ce qu'on voyait sur les Mmh. vidéos, sur YouTube, sur internet, partout. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Comment ça se fait que tu arrives à vivre comme ça?» Il m'a dit: «Bah moi je me suis lancé dans le business en ligne». Il avait, à l'époque, il avait fait un petit peu de e-commerce, il avait aussi lancé une agence et je me suis dit: «Mais en fait, voilà, si c'est là, c'est plus, des choses qui ne sont pas concrètes, c'est plus, quelque chose que j'ai vu sur internet, sur YouTube, C'est la vie réelle. où les gens peuvent mentir. Voilà, c'est mon ami, je le connais et puis, bah, voilà, il a réussi, alors, pourquoi pas moi?» Et c'est à ce moment-là que je me suis mis en tête que, bah, voilà, il faut y aller, il faut essayer et je me suis lancé, bah, finalement dans le business. Et du coup, à ce moment-là, du coup, tu es convaincu, tu as vu que ça marchait pour de vrai, pas juste, sur internet. Et là, comment tu fais pour choisir le business model que tu vas ensuite utiliser, pour ton business? Ouais, bah, alors c'est vrai qu'au début, quand on commence un petit peu à s'y intéresser, on est, beaucoup ciblé sur YouTube par du contenu un peu mainstream voilà, de gros youtubeurs, Contenu généraliste? contenu généraliste, entrepreneuriat. Moi, je me souviens que ma porte d'entrée par rapport à ça, c'était Théophile Hélier, qui est un assez gros, influenceur de la niche, mmh, Business en ligne? entrepreneuriat, business en ligne, c'est ça. Et au fur et à mesure, que tu regardes ce type de contenu, YouTube te propose, d'autres contenus et donc tu finis, bah, par tomber sur du contenu e-commerce, puis sur du contenu, Amazon FBA, francophone. Et c'est là où, bah, de fil en aiguille, j'ai découvert ta chaîne YouTube et bah, j'ai accroché assez rapidement au business model parce que, pour moi, voilà, l'argent rapide, l'argent facile, ça n'existait pas et je suis convaincu toujours aussi que faire de l'argent, rapidement et facilement, ça peut se faire sur le très court terme, mais sur le long terme, c'est pas possible et c'est pas ce qu'on vise quand on veut vivre comme ça. Donc voilà, j'étais convaincu de ça et je me suis dit que, bah, des choses comme le dropshipping, c'est peut-être pas adapté à mon profil, c'est pas adapté à ce que je veux faire et j'étais un petit peu sceptique carrément par rapport à ça, ça me paraissait vraiment trop beau pour être vrai. Là où Amazon, bah, tout de suite, c'était plus dans ma vision des choses, c'est-à-dire que bah, on va travailler 1, 2, 3, 5, 10 ans peut-être pour construire son business et ensuite avoir des résultats et pouvoir en profiter. Donc c'était surtout ça qui m'a attiré, c'est cette vision long terme qu'on a quand on Mmh. débute un business sur Amazon. Et la solidité du business model, peut-être par rapport à d'autres alternatives qui étaient peut-être un peu plus Exactement, ouais. bancales? Notamment le private label qui permet Mmh. quand même de revendre une marque et ça paraissait logique. Ça paraissait très logique. OK. Et donc là, tu en es au point où, tu as fait ton choix du business model, c'est bon, tu sais que tu veux te lancer sur Amazon FBA. À ce moment-là, tu choisis de rejoindre la formation, et donc vient le moment où tu te lances réellement, et donc je pense que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens, c'est de savoir quel budget tu as investi au début pour lancer ton business, pour lancer ton premier produit. Bien sûr. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je suis passé, très vite de l'idée à l'action, je pense qu'au total, ça m'a peut-être pris, 1 mois ou 2 avant de passer à l'action. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils sont un petit peu dans ce milieu, ils regardent des vidéos YouTube, ils s'y intéressent de près ou de loin pendant 3, 4 ans avant de passer, à l'action et essayer de faire quelque chose. Moi, c'était vraiment très rapide et donc j'avais pas beaucoup de notion de l'écosystème, voilà, entrepreneurial Mmh. en général. Ce qui fait que, j'ai fait, des choix un petit peu bêtes et qui m'ont un petit peu coûté, mais en termes de budget, je me suis lancé et j'ai mis un billet de 10 000 euros au début. Et justement, comme je disais, j'ai dû dépenser 3 500 ou 4 000 euros sur des choses vraiment inutiles quand on voit les alternatives qu'on a aujourd'hui, notamment la création de la société, parce que j'ai commencé en SASU, notamment la comptabilité. Même chose, j'ai dû dépenser voilà, des sommes 1 500 euros peut-être pour la création de société et 2 500 euros la première année en comptabilité, avec bah, un business quasiment inexistant et un budget de lancement de 10 000 euros. Oui, Ce qui est complètement, c'est voilà, beaucoup. c'est beaucoup trop. Donc en budget,
10 000, mais pour le produit, pour tout ce qui était consacré à Amazon, finalement, c'est les 6 000 €, 6 500 € qui restaient. Ouais, effectivement, aujourd'hui, dans la formation, on propose des alternatives qui sont quand même beaucoup moins chères que ça, Oui. justement pour optimiser le budget de départ, pour éviter de dépenser trop d'argent dans des tâches non productives au final, et plutôt réserver la majeure partie du budget à l'achat de marchandises, au lancement du produit. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, tu as ton budget de départ, tu t'es formé. Comment ça se passe ensuite? Comment se passe le lancement du business et comment tu le développes en fait? Alors moi, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est juste que voilà, j'y ai consacré beaucoup de temps au début, mais j'ai trouvé mon premier produit assez rapidement, ça m'a pris 2 semaines. Je suis tombé sur un produit qui me paraissait vraiment intéressant. De un, parce que je savais pas du tout ce que c'était initialement. C'est Et toujours un bon signe. tu te souviens en plus, je pense, de ce produit, c'était assez spécial. Et justement, le vendeur, le produit que j'ai découvert via Jungle Scout, en fait, il a totalement disparu de la niche quelques semaines, quelques mois après. Parce que quand je me suis lancé, il n'était plus là. Donc voilà, il a fait son travail de me faire découvrir la niche et puis, Et puis, tu as laissé la place. et puis il m'a laissé la place, exactement. Donc voilà, peut-être un petit peu de réussite sur ce coup-là, mais ça n'aura pas été non plus déterminant. Et ensuite, voilà, j'ai commencé un petit peu à procrastiner, on va dire, un tout petit peu, parce que j'avais mon début de CDI à ce moment-là. Donc j'avais quelques petites choses à faire. Donc, tu faisais les deux en parallèle. Tu C'est ça, développais ton business exactement. et tu étais toujours en CDI. Exactement, c'est ça. Donc forcément, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps dans une journée. Une fois que j'avais vraiment mes concepts qui étaient prêts, on est tombé sur la période du Nouvel An chinois. Donc forcément, tout de suite, il y a 3 semaines qui sautent où on peut rien faire. Après la période du Nouvel An chinois, les prix avaient légèrement augmenté. Donc il fallait que je recalcule tout, toutes mes marges, tout mon ROI, tout ce genre de choses. Et finalement, j'ai passé commande et je pense que le produit est arrivé dans les entrepôts d'Amazon, prêt à être vendu entre 5 et 6 mois après que j'ai commencé à me former, après avoir pris justement la formation. Voilà, ça c'était pour cette étape un petit peu de lancement, de mise en place. J'ai lancé ce premier produit, je l'ai développé, on va dire, pendant, voilà, de manière additionnelle, hein, vraiment pendant 3-4 mois, j'ai optimisé des choses, parce que je me suis rendu compte que mon taux de conversion au début était très mauvais, alors que j'étais hyper content de mes images. Et en fait, après, j'ai trouvé un prestataire qui les faisait 10 fois mieux, et je suis passé de 3% à 9% de taux de conversion, ce qui fait quand même un petit peu de différence à l'échelle d'Amazon. Donc j'ai continué un petit peu de travailler sur ce produit, et en parallèle, j'ai commencé à chercher un deuxième produit que j'ai trouvé, je pense, 3-4 mois après le lancement du premier. Et même chose ici, ça a pris peut-être 3 ou 4 mois avant que je puisse le lancer sur Amazon. Donc entre le moment où tu as trouvé l'opportunité de produit et le moment où tu l'as lancé, il s'est passé 3-4 mois, 3-4 mois. Pour le deuxième produit. C'est ça, sachant que j'avais toujours mon CDI, que j'avais toujours mon premier produit à gérer. Donc voilà, c'était assez sportif, mais finalement, voilà, c'est ça, j'ai pu le lancer 3-4 mois après. Donc entre les 5-6 mois du premier et les 3-4 mois du second, il y a quand même une petite différence, et en fait, c'est l'expérience tout simplement. Ça. On a déjà des prestataires, des listes de... Tout va plus vite, on connaît le processus. C'est exactement ça. Finalement, après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de tout ce que j'ai fait dans mon business, parce qu'on en aurait pour quelques heures. Mais ouais, j'ai continué de développer, de travailler sur des nouveaux concepts, de nouvelles idées. J'ai eu quelques difficultés aussi, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais voilà, ça s'est jamais arrêté en fait. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis posé, je me suis dit, bon, maintenant on profite, c'est toujours continue à élaborer des choses, à chercher des nouveaux produits, à chercher comment on peut optimiser aussi l'existant, parce que finalement c'est une des manières les plus simples de grandir. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as quand même fait un switch où tu as décidé de quitter ton CDI? Oui, il y a eu ce switch qui a été fait à peu près 11 mois après avoir commencé mon CDI, et à peu près à la même période après avoir lancé mon business. J'ai décidé de quitter mon CDI, effectivement. Alors comment je le voyais initialement, c'était que j'allais continuer en freelance aussi de mon côté pour différentes missions pour des clients. Bon, finalement, ça s'est pas vraiment fait. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, c'était mon idée qu'en quittant mon CDI, j'avais pas non plus encore entièrement me couper toutes les possibilités que j'avais en termes de scaling si j'avais une source de revenus qui continuait d'arriver. Mais pour moi, déjà, c'était la première étape. C'était
me dire bah, mon business génère des bénéfices, donc je suis plus autant à risque pour quitter mon CDI que c'était le cas avant, et puis ça m'a permis aussi d'organiser mon temps comme je voulais, d'être un petit peu plus libre, bah, même déjà géographiquement, Ouais. ce qui était une grosse source de motivation, on va dire, quand on commence à vivre un petit peu de cette manière. De goûter à ce C'est lifestyle. ça, il y a plus de retour en arrière après ça. C'est compliqué. C'est ça. Et avant d'aborder la question de tes chiffres, les revenus, ta rentabilité, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur quelque chose que tu as dit, sur les challenges que tu as vécu. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à beaucoup parler des succès, des réussites, ça se passe bien, mais souvent, eh bien, les erreurs, les challenges, on en parle un petit peu moins. Donc, est-ce que tu as vécu quelque chose pendant le développement de ton business qui t'a marqué, une anecdote intéressante et que tu pourrais te partager? Ouais, c'est vrai on a pas mal tendance à tout idéaliser, surtout sur internet, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu, une semi-catastrophe, on va dire, à l'échelle d'un business comme ça. J'ai eu un souci avec, ma marchandise. Heu, J'avais fait l'erreur de pas l'assurer pour une fois. Heu, Sûrement par oubli, par flemme, voilà, parfois, c'est non, mais c'est pas grave. Ça Bah, sert à rien. ça sert à rien, c'est ça, et c'est la seule fois où ça aurait pu servir puisque, une fois la marchandise arrivée en France, en fait, on a complètement perdu son contact. C'est-à-dire que, entre la douane et le moment où elle doit arriver dans les entrepôts, du partenaire logistique, donc UPS, DPD, ce genre d'entreprise, bah, il y avait plus de tracking, on savait plus trop où c'était, et on pense qu'en fait la marchandise a été, stockée dans un entrepôt, mais les étiquettes ont pas dû être scannées, ce qui fait qu'on a perdu le tracking, et puis c'est une machine, c'est énorme, hein, ça laisse pas de place à l'erreur, une fois que c'est perdu, bon courage pour aller, retrouver quelque chose dans les entrepôts de dizaines de milliers de mètres carrés, quoi. Du coup, quand tu as eu ce problème, est-ce que tu travaillais avec un partenaire logistique douteux ou est-ce qu'il y avait une erreur en amont qui avait causé cette grosse erreur, du coup, cette semi-catastrophe, comme tu dis? En fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que quand je lançais mon deuxième produit, au lieu de passer par le transitaire avec qui je passais pour le premier produit, j'ai décidé de court-circuiter un petit peu tout ça et de faire au plus vite, au plus efficace, et Hmm. de passer par le transitaire de mon fournisseur, ce que je ne recommande d'ailleurs à personne. Et donc la première fois, ça s'est très bien passé. Ma première commande, elle est arrivée. Hmm. Les ventes ont vraiment pété, ont vraiment explosé. C'était assez incroyable parce que j'étais rentable pendant le lancement, Ok. mais bien rentable, hein. C'est-à-dire que j'étais entre 13 et 15% de marge pendant le lancement, ce qui était bon, absolument exceptionnel parce que le produit a vraiment cartonné. Et donc sur cette vague d'euphorie, je repasse une deuxième commande. Ça, voilà, ça part de la Chine, ça arrive en France, et c'est à ce moment-là où ça se Hmm. perd. Et donc, enfin, voilà, c'est là où c'est terrible parce que il y a l'élan du lancement. C'est le moment Faut capitaliser. où il faut capitaliser, où il faut en profiter pour vraiment aller consolider les rankings. Et c'est à ce moment-là que la marchandise se perd. C'était à peu près entre 4 et 5 000 euros de marchandise, avec le shipping inclus. C'est vrai qu'au niveau de la trésorerie, ça fait très très mal. Et, euh, et donc forcément, bah, ça met aussi un gros frein au business puisque non seulement on a perdu de l'argent, mais on n'a plus de produits qui sont en vente, on perd ses rankings. Il faut qu'on repasse une commande, donc le délai pour que la suivante arrive, bah, c'est 3 mois. Ouais. Et c'est ce qui a mis voilà, le plus gros coup de frein à mon business. Je pense que bah, sans ça, aujourd'hui, ça Ouais. serait encore plus développé que ça, mais bon. Ça t'a fait perdre au final des mois et des mois entiers de vente, de C'est croissance. ça. Donc, Et ce qui est intéressant ici aussi, je pense que bah, c'est que c'est peut-être bien de faire ce genre d'erreur quand on commence, et qu'on a bah, voilà, 5 000 euros de marchandises. et pas 50 000 ou 500 000. Ouais, c'est ça, et de refaire la même erreur, Ouais. parce que bon, bah, on prend sur soi, et il faut continuer, tu vois. On sait que le lancement était un succès, bon, bah, on a perdu 3 mois, mais on sait que ça va repartir, on va refaire les choses bien, et bah, depuis, ça s'est très bien stabilisé. J'ai pu lancer le produit aux États-Unis aussi, Excellent. qui a cartonné là-bas également, qui fonctionne très bien avec une très bonne marge. Bah justement, en parlant de tes chiffres, est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui les revenus que ton business génère et aussi, et ça c'est très important, la rentabilité, la marge que tu arrives à dégager Mm. sur ta boutique? Ouais, aujourd'hui, effectivement, donc sur toute marketplace, tout produit confondu,
sachant que ça évolue assez vite dans un sens comme dans un autre. Je suis à peu près à entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et pour la marge, on va être sur à peu près 20%, 20% globalement, sachant qu'elle est un petit peu plus faible en France, sur les marketplaces européennes, et elle est un petit peu plus élevée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je peux avoir des mois où je monte à 27, voire 33% de marge pour vraiment des mois exceptionnels. Donc ouais, c'est un autre monde. La publicité est un petit peu plus chère, mais ça permet quand même d'avoir des marges assez intéressantes. Ok, donc c'est super intéressant ce que tu nous dis. Et du coup, tu as réussi à euh, combler un peu le trou qui avait été fait par cette marchandise perdue. Tu as réussi à rattraper un peu le coup. Euh, Aujourd'hui, avec le recul que tu as, quels ont été, à ton avis, les facteurs qui ont contribué au succès du développement, du lancement de ton business? Je pense que le facteur principal, c'est le focus, c'est rester concentré, ne pas avoir le syndrome de l'objet brillant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est absolument une catastrophe, et notamment à cause des réseaux sociaux. Euh, on voit de la réussite à droite à gauche dans ce type de business-là, ce type de business-là. Ici, il y en a un qui a fait 100 000 euros par jour. Il y en a un qui a fait 200 000 euros dans ce business model-là. Et en fait, on est perdu. Et quand on n'atteint pas ce genre de résultat complètement improbable en voilà, 2-3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, ben on se dit, OK, ça marche pas, faut que je passe à autre chose. Et pour moi, c'est l'erreur principale. Et c'est le fait de m'être forcé, parce que j'ai eu ce doute aussi, et je pense que tout le monde passe par là, tout le monde dans le business en ligne passe par ce genre de réflexion. C'est en fait, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Voilà, c'est cette espèce de FOMO, qu'on est en train de rater une opportunité dans un autre business. Avoir su rester concentré, vraiment continuer de focus sur ce qui importait, continuer d'engranger de l'expérience dans un business model, les compétences qui lui sont propres, et puis faire face aussi aux différentes difficultés, comme la perte de la marchandise. J'ai dû remettre de l'argent de ma trésorerie perso après ça. Bah, c'est ça qui contribue finalement petit à petit à construire ton business et à obtenir des résultats. Donc pour toi, le facteur clé, entre guillemets, par rapport aux compétences techniques et par rapport à tout ce qu'on va concrètement faire, tu vois, la recherche produit, la création d'une marque, pour toi, l'élément déterminant, ça a plutôt été au final une question de mindset, c'est-à-dire bien choisir ton business model, être convaincu que c'est la bonne voie et ensuite persévérer, même quand tu as des challenges, juste continuer à empiler les briques pour construire ton business. C'est ça, parce que je considère que apprendre des compétences techniques, finalement, ça peut se faire. C'est-à-dire que certains mettront 6 mois, d'autres 1 an, d'autres peut-être 5 ans à maîtriser des compétences, mais ça se fait avec le temps. En revanche, si pour apprendre et maîtriser une compétence, il nous faut 5 ans, mais qu'au bout d'1 an, on décide de passer à autre chose et apprendre une autre compétence, bah, en fait, on perd cet intérêt-là. Finalement, c'est ce qui va différencier la majorité des gens qui réussissent ou même sans parler de réussite, qui commencent et qui réussissent à obtenir des résultats concrets, voir que bah, en fait, on a un business qui génère des profits. De ceux qui n'y arrivent pas, c'est la capacité à rester assez longtemps, de ne pas essayer de s'aligner avec les 0,01% de gens qui réussissent, qu'on voit sur les réseaux sociaux, et se dire que si on n'a pas les mêmes résultats, bah, c'est qu'on a absolument raté, quoi. Ou Ne c'est qu'on pas... est, ou c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie et C'est qu'il faut ça, absolument changer. exactement, ouais, c'est ça. Je le vois, tu as l'air déterminé, tu as l'air aussi très, très focus. Quels sont tes objectifs pour la suite de ton business? Objectifs de croissance, objectifs en termes de chiffres? Ouais, bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que justement là, je suis dans une période où on développe beaucoup. Bah, on est en Chine en ce moment. Hier, j'étais justement en dîner d'affaires avec un fournisseur pour lancer de 1 une nouvelle variation, euh, voilà, qui permettra normalement de faire fois 1,5 sur ce produit-là, sur la marketplace en question, et de lancer carrément un deuxième produit qui lui devrait permettre d'aller chercher 10 000 euros, entre 8 et 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires supplémentaire. Bah voilà, pour monter à des chiffres déjà qui commencent à vraiment devenir intéressants. Et le fournisseur en plus a pris le devant, à créer des échantillons, m'a proposé plusieurs versions différentes sans que je lui demande. Voilà, c'est petit aparté pour la Chine, mais voilà, ils savent faire, ils savent vendre. C'était intéressant à ce niveau-là, et effectivement, là, c'est la priorité maximale en termes de business, c'est
la nouvelle variation, le nouveau produit. Et ensuite, de manière plus globale, c'est l'expatriation. Demain, justement, je vais me rendre sur place, dans cet endroit mystère pour l'instant, pour signer quelques documents déjà, pour préparer tout ça. Et puis j'espère que voilà, d'ici 1 mois, 2 mois, ça va me permettre de me déplacer là-bas et de passer à l'étape suivante, on va dire. Excellent. Et du coup, d'un point de vue business, d'après les chiffres que tu donnais, ça serait, voilà, tu planifies sur peut-être un 100% de croissance, j'imagine, sur l'année prochaine? Ouais, là, je me fixe, on va dire, sur les 12 prochains mois, euh, un objectif même peut-être un petit peu plus optimiste, peut-être 120%, quelque chose Ok. comme ça. Vraiment, l'idéal, ça serait d'aller chercher aux alentours des peut-être 40 000 euros, entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais. C'est ça. Excellent. Bah écoute, j'espère qu'on pourra faire une V2 de cette vidéo, peut-être même dans ton nouveau pays d'expatriation et avec un business qui aura fait x2, fois 2.5, je l'espère. Avec plaisir, parce que si on refait ça, c'est que c'est bon signe. C'est que Donc. c'est bon signe. Et maintenant, pour ceux qui sont dans la formation, vous connaissez déjà Alex. Pour les autres qui n'ont pas cette chance, eh bien, Alex travaille avec moi maintenant depuis environ 1 an, un petit peu plus d'1 an, Un petit peu plus, ouais. sur Liberté Digitale. Donc, c'est vraiment mon bras droit qui m'aide voilà, sur tout l'opérationnel de la formation, voilà, sur tout un tas de choses en fait, tout un tas de choses qui permettent d'avoir la meilleure formation possible, le meilleur accompagnement possible. Et donc, je pense que voilà, c'est une question que les gens vont se poser et c'est une question légitime. Pourquoi, quand je t'ai proposé de me rejoindre, de travailler avec moi, pourquoi est-ce que tu as accepté de venir travailler avec moi alors que tu avais un business qui avait déjà commencé à décoller et qui se portait bien? Oui, alors effectivement, comme je disais au début, moi, au moment où j'ai quitté mon CDI, je comptais passer en freelance justement, et j'ai fait quelques petites missions freelance. Et en fait, ta demande elle est tombée un petit peu à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais des missions freelance, j'avais mon business à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que un business Amazon FBA, quand on est à temps plein dessus, ou quand on n'a pas de travail à côté, quand on n'a pas, voilà, moi j'ai pas d'enfant par exemple, donc ça me laisse plus de temps pour m'en occuper. Ça laisse quand même pas mal d'espace de temps libre dans la journée. Et comme je faisais des missions freelance pour mon travail et que euh, voilà, tu m'as proposé ça, je me suis dit que dans l'idée de développer voilà, mon business, ça serait forcément plus intéressant de travailler avec toi plutôt que continuer sur les missions freelance. Parce que moi je considère que il y a une citation assez connue, un petit peu cliché, qui dit que enseigner c'est apprendre 2 fois. Et finalement, en fait, on ne peut plus vrai. Quand j'étais un petit peu plus jeune pendant mes études, je donnais déjà des cours particuliers, mathématiques, informatique. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaisait, le transfert de connaissances. Voilà, c'est tous ces facteurs qui ont fait que j'ai accepté. Puis ça changeait un petit peu de ce que je faisais aussi. Et je trouve que c'était une très bonne idée parce que tout ce qu'on fait maintenant pour la formation, pour aider les vendeurs à se lancer, c'est quand même top et c'est plus intéressant, moi je trouve en tout cas, que ce que je faisais avant. Et c'est exactement pour ça que j'avais proposé ce job à Alex. C'était parce que j'ai envie de m'entourer seulement de personnes qui sont en fait compétentes hein, dans ce qu'on enseigne dans la formation. J'ai pas envie d'avoir des pseudo-coachs qui sont au final moins compétents que les membres eux-mêmes. C'est pour ça que je propose ce genre de choses à des membres qui ont atteint un certain niveau et qui ont un certain niveau d'expertise, d'expérience aussi sur Amazon. Et du coup, je voulais poser une dernière question pour terminer cette discussion. En tant que vendeur FBA aujourd'hui avec de l'expérience, mais aussi avec l'expérience que tu as après avoir accompagné, je pense aujourd'hui, plusieurs dizaines, largement, voire centaines de membres dans la formation. Je pense que tu as une vision bien plus globale de ce qui permet de réussir et quelles sont les sources aussi qui amènent à l'échec. Quel serait ton meilleur conseil à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui souhaitent se lancer? Alors moi aujourd'hui j'ai 2 conseils à donner. Le premier c'est que voilà, il n'y a pas de demi-mesure sur Amazon. Soit on fait une marque, on construit, on fait toutes les choses bien et on prend une certaine part de risque, comme dans tous les business, comme dans tous les investissements.
soit on fait des choses à moitié et on prend aucun risque quant au fait que ça va rater. Et ça, c'est juste voilà, la chose la plus importante, je pense, à se dire, c'est que quand on y va à fond. On fait bien les choses. Et ça m'amène un petit peu sur mon deuxième point, c'est que en fait, euh, voilà, il faut chaque étape du business, parce qu'aujourd'hui sur un business Amazon, on a plusieurs casquettes, chaque étape du business doit être bien faite. Si vous avez un superbe produit et que vous faites un superbe lancement, mais que en fait la partie création de listing, création de marque, elle est nulle, bah, ça va pas marcher. Si vous faites un superbe produit, une superbe marque et un superbe listing, mais que vous faites mal le lancement, ça va pas marcher non plus. Donc il faut vraiment se concentrer et faire les choses bien à chaque fois, même si on a l'impression que ah mais c'est bon, j'ai déjà fait un superbe produit, d'une différenciation incroyable, le lancement, je pense que ça va prendre tout seul. Non, ça fonctionne pas comme ça, il faut être concentré jusqu'au bout, et Ouais. une fois que le produit est lancé, en plus, l'avantage c'est que, bah, il y a pas tant de choses à faire que ça, Si pour le on a mis maintien, toutes les c'est bonnes ça. étapes en place avant. Exactement, c'est ça. D'où encore une fois, l'intérêt de faire ça. Écoute, merci Alex d'être passé sur la chaîne et d'avoir voilà, partagé ton parcours et ton expérience sur Amazon. Bah, merci à toi pour l'invitation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. On se fera un plaisir de les lire et d'y répondre. Et sur ce, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.